Bonjour à tous, bienvenue sur Docs and Blues. Aujourd'hui, on a un invité un peu spécial. Ce n'est pas un professionnel de santé, mais c'est un journaliste qui s'est fait passer pour un schizophrène et qui a été hospitalisé en service de psychiatrie. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Du coup, quand est-ce que ça s'est passé, cette hospitalisation? C'était il y a un an, c'était en juillet 2022, mais le projet a pris quelques mois. En fait, tu avais préparé le projet avant d'être hospitalisé? Voilà, en fait, ça part de... J'ai des amis qui sont passés par l'hôpital psychiatrique, qui me racontaient un peu leur quotidien, et je les ai vus sombrer, en fait, je les ai vus sombrer dans les médicaments, je les ai vus faire des allers-retours entre l'hôpital et la vie courante. Donc déjà, je me posais des questions en tant que citoyen, puis en tant qu'ami, je me disais, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et puis en tant que journaliste aussi, je suivais régulièrement les alertes lancées par les soignants eux-mêmes, par les infirmiers, par les psychiatres, dans les médias très souvent, trop souvent. Et puis il y a aussi Dominique Simoneau, qui est la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, qui alerte tous les ans dans ses rapports sur le manque de moyens, sur l'état complètement délabré des hôpitaux psychiatriques. Mais c'est pas propre à la psychiatrie, c'est propre aux hôpitaux de France. Donc pourquoi la psychiatrie particulièrement? C'est parce que tu avais des amis qui étaient touchés par ça? Oui, parce qu'en fait, on est tous passés par les urgences, par l'hôpital. L'hôpital psychiatrique, pour moi, c'était un mystère. Il y a eu des films dessus, il y a eu des documentaires. Mais en fait, on ne peut pas soupçonner ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on peut pas non plus soupçonner qui sont les patients qui sont hospitalisés. Parce que ça peut concerner tout le monde. Tout le monde peut finir à l'hôpital psychiatrique. Et moi, je voulais aller à la rencontre de ces gens-là. Je voulais en fait, déjà leur donner une voix, un visage, savoir leur vécu, leur poser des questions. Ils sont complètement invisibilisés par la société. Et puis, dans l'hôpital, ça, j'ai remarqué qu'ils sont complètement abandonnés. Et ça fait combien de temps que le projet, du coup, tu as commencé à y réfléchir pour la première fois et tu t'es dit, là, je vais faire quelque chose, je vais aller dans l'hôpital, je vais me faire passer pour un schizophrène, du coup, pour le cas. Je sais pas, dès le début, tu t'es dit, je vais faire le schizophrène ou tu avais pensé à d'autres pathologies même avant? Non, schizophrénie, c'est venu assez logiquement. J'ai regardé les symptômes de la schizophrénie et je me suis dit que j'allais essayer de les imiter, d'en prendre quelques-uns, de piocher, puis de berner un psychiatre dans le but qu'il me fasse hospitaliser un psychiatre. T'as regardé des documentaires ou pas? Ouais, des documentaires, j'ai lu des bouquins, voilà, pour essayer de rentrer dans la peau d'un schizophrène. Petit quiz, donne-moi 3 symptômes cliniques de la schizophrénie. Discours décousu, que voilà, quand je suis arrivé devant le psychiatre, je partais complètement en vrille, je racontais n'importe quoi. Il y a aussi le manque d'hygiène, en fait, je ne m'étais pas lavé pendant 36 heures. T'es habillé comment quand t'es arrivé là-bas? J'arrive devant le psychiatre et en plus, j'ai picolé aussi avant. Ça, c'était aussi pour me donner un peu de courage. Mais je suis arrivé, j'étais ivre-caisse. Et puis, je me suis étalé du gras. Juste avant de partir, j'ai ouvert la porte de mon four. Du papier sulfurisé, plein de gras, d'agneau, tout ça. Je me suis étalé. Un vrai acteur quand même. On est sur du Hollywood. Là, je pense qu'ils sont pas. C'était bossé ton jeu d'acting, tu t'étais préparé avant Ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'était un prétexte. J'ai pas fait ça pour m'amuser, mais c'était pour me faire hospitaliser en psychiatrie. Troisième symptôme. Moi j'ai eu peur. C'est un peu les hallucinations, ça en fait. J'ai expliqué que j'entendais des voix, j'ai expliqué que je voyais plus mes amis, j'ai expliqué que je fumais du cannabis, que mon père était schizophrène. Il avait le prototype du schizophrène. Il l'a découvert en lisant le bouquin, il était ravi, il était très content de découvrir qu'il était schizophrène. Donc voilà, on parle du daron là du coup. Voilà, donc voilà, j'avais tous les symptômes, mais après moi je pensais pas forcément que ça allait fonctionner. Et t'as réussi direct. En fait, donc je prends un rendez-vous avec un spécialiste de la schizophrénie à Paris, et je sais pas combien de temps ça allait durer. Pour moi, ça allait prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais. Et en fait, ça a duré 12 minutes. En 12 minutes, le psychiatre me dit, bon, il faut que vous alliez tout de suite à l'hôpital. Votre frère vient vous chercher et vous emmène tout de suite à l'hôpital. Voilà, c'est urgent. Dans cette situation, il n'y a pas une indication à directement appeler limite le SAMU pour que le patient soit directement mis aux urgences? Parce que du coup, tu es rentré chez toi après, c'est ça? Je suis rentré chez moi. Ouais, moi, j'avais pas du tout prévu d'y aller. J'avais pas envie d'y aller tout de suite. Il y a deux types d'hospitalisation sous contrainte. T'as le péril imminent avec le demande d'un tiers. Quelqu'un qui va se suicider et qui a essayé de se suicider, par exemple, qui a raté, lui, on le prend, on l'emmène directement aux urgences et il est hospitalisé direct. T'es sûr qu'il reste pas libre dans la ville, quoi. Et moi, il fallait que je me fasse hospitaliser sous ce régime des soins libres. Donc, en théorie, j'y allais quand je voulais et je pouvais sortir quand je voulais. C'est pour ça que quand j'ai expliqué au psychiatre que j'entendais des voix, j'ai expliqué que les voix n'étaient pas menaçantes. Le psychiatre me pose 3 fois la question, mais les voix vous demandent de faire quoi? Je dis, elles me demandent de me mettre du Cialis. Oui, mais elles sont un peu menaçantes quand même. Je dis, non, pas du tout. Oui, mais elles vous demandent par exemple de prendre des couteaux. Je dis, non. Voilà, parce qu'il fallait vraiment que je me fasse hospitaliser en soins libres pour pouvoir partir. Ouais. Après, le danger, c'est qu'il y a une exception à la loi, article, je sais plus quoi, du code de la
de la santé. Il explique que tu peux rentrer en soins libres et le psychiatre de l'établissement Ça se transforme. peut changer ton type Ça, de je savais soins pas. libres. Ça, j'ai Et tu beaucoup vois, ça, depuis la c'est- sortie du bouquin, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui sont rentrés libres. Ils rentrent à l'hôpital, ils disent j'ai une dépression, je rentre, je suis pas bien. Et à l'intérieur, on leur dit en fait, on va vous garder. On va vous garder sous contrat et vous filer des médocs. Et ils passent, ils vont passer des mois, des années. Donc, Ça ok, entend. 12 minutes d'acting et qui sont Plutôt bien bien interprété. interprétées. Il t'a dit direct d'aller à l'hôpital, ce que t'as fait. Je fais ça 3 jours plus tard, ouais. Et j'explique, pareil, que j'entends des voix. Puis en fait, le psychiatre que j'avais vu au cabinet m'avait préparé une lettre absolument incroyable, voilà, en demandant à ses frères de m'hospitaliser très rapidement. Je montre ça, et la prise en charge est complètement chaotique. Et je vois un premier psychiatre au bout de 6 heures, il y a 6 des gens heures, qui ouais. hurlaient partout. Le psychiatre, la question était d'une arrogance, d'un sexisme, enfin c'était des réflexions complètement graveleuses. Et à 5h du mat, j'avais vu déjà 3 fois, il m'avait posé les mêmes questions. À 5h du mat, il revient me voir, il me dit vous êtes? Je lui dis Alexandre Massédoua, Oh là toujours. là. Il y avait une femme malvoyante qui était allongée sur un brancard, qui hurlait. Et donc le même psychiatre, la femme était malvoyante, voire aveugle, et allongée sur un brancard. Et le psychiatre lui dit bon allez madame, allez vous venez dans mon bureau maintenant. Et elle continuait à hurler, elle ne voyait pas, elle était allongée sur un brancard. Et vraiment le psychiatre lui dit allez on se dépêche. Voilà, c'était d'une arrogance. Il y a un autre mec qui cherchait, parce que le psychiatre à un moment disparaît pendant 4 heures, 5 heures. Tout le monde le cherchait. Il dort à ce moment-là. en général. Les infirmiers, tout le monde le cherchait. Et il y a voilà, un mec qui était pas bien, qui voulait voir le psychiatre, qui commence à hurler, qui commence à insulter tout le monde. Et un infirmier vient le voir. Je pensais que l'infirmier allait le calmer ou allait lui dire de baisser d'un ton. Et l'infirmier lui dit bienvenue à l'hôpital public, monsieur. Triste. À partir du moment où tu as eu ton premier entretien avec ce médecin, c'était à 5h du mat ou c'est après qu'il ait retrouvé ton dossier, enfin ils ont retrouvé ton dossier au final? Je l'ai vu à 20h, à 3h, à 5h. Après, je suis rentré chez moi, parce qu'il m'a dit vous pouvez passer la nuit ici, hein, je vous apporte une petite couverture, vous endormez sur la chaise. Donc, non, je repasse chez moi, je dors 3 heures et j'y retourne le lendemain. Et là, les psychiatres m'ont bien pris en charge. Ils m'ont dit mais c'est pas possible, le psychiatre de garde de cette nuit, c'est n'importe quoi ce qu'il vous a fait. Et ils m'ont trouvé une chambre le soir, à minuit. Après, ils m'ont trouvé une chambre dans un hôpital psychiatrique juste à côté. Et question, tu peux ne pas répondre, mais c'était un jeune psychiatre ou c'était un... Non, c'était un vieux. Un vieux? C'était un vieux, ouais, dans Ouais. les 60 ans à peu près. Ok, je vois. Bon, après, bon, pour dédouaner un peu, c'est vrai que le fait que tu n'as pas été amené directement par du personnel soignant, directement du cabinet du médecin qui t'a fait toute la lettre aux urgences, c'est peut-être la chose qui vous montrait aussi que, certes, c'est une urgence, il faut l'hospitaliser, mais on n'est pas dans l'urgence imminente où il va prendre un couteau et il va aller tuer des gens. Tu vois. Bon, Il y a quand même un déficit. Mais il y a quand même un déficit, c'est sûr et certain. Là, tu reviens le lendemain, et là, tu vois d'autres médecins. D'autres médecins, d'autres psychiatres, et qui me trouvent une chambre le soir. Ok. Et donc après, je passe ma première nuit. Alors, c'est quoi ton Alors, impression quand t'es arrivé dans la première chambre? Qu'est-ce que t'as ressenti? c'est extrêmement triste. Après, non, évidemment, je m'attendais pas à avoir le grand luxe. Hein. Mais en fait, il y a eu une étude, on parle dans le bouquin, une étude qui explique déjà que, enfin, en parlant des urgences psychiatriques et des hôpitaux psychiatriques, que déjà le cadre, pas la couleur des murs, tout ça a déjà une influence sur les émotions, sur l'état d'esprit des gens, sur la maladie. Bien sûr. Donc oui, c'est extrêmement triste, c'est glauque, c'est une prison. Hein. C'est la même couleur partout. En plus, c'est ça qui est Ouais. drôle ce que tu viens de dire, parce qu'au final, moi, le couloir des services de psychiatrie, il est de la même couleur que mon couloir dans les Ouais, couloirs c'est dans les tout- autres services. c'est Donc tout c'est là le qu'il n'y a même pas de choses qui ont été faites C'est pour adapter. complètement aseptisé. Ouais, Ouais. tout est pareil en fait. Donc c'est vrai que Mm. déjà ce côté-là, en fait, il a jamais été réellement pris en compte. Après, nous, dans le Le service de bleu, radiologie, on choisit nous-mêmes les couleurs. Et on met des couleurs sympas, quoi. À Cochin, on a ça. Ça reste un petit peu Anecdotique, ouais. oui, bien Ouais, sûr, je couleur parle d'un cas d'enfant. particulier. Mais bref, donc du coup, une chambre complètement aseptisée. Et non, et puis la première chose on te file directement un médicament. Ça, c'était Tu te rappelles le nom du médicament? le tertian. Ils te donnaient du tiers-sang direct quand t'es arrivé dans ta chambre? Ouais, au bout Tertian, d'une rappelle-moi, c'est demi-heure. quoi? C'est un psychotrope. Hein, C'est un antipsychotique Ouais. Ouais. direct. Et en fait, au bout d'une demi-heure, ils m'ont dit on va vous donner un petit truc, ça va vous aider à dormir. Tout le monde en prend ici. Et évidemment, on ne me prévient pas des effets secondaires, on ne me dit rien. Rien. Et après, pendant 24 heures, j'arrivais pas à parler, je bavais. Ah, carrément. C'est vrai Non, pour de vrai. Tu te rends compte que le médicament, carrément, le rend stone, alors que de base, il était complètement Donc normal. t'étais prêt à prendre une prise en charge médicamenteuse en Et- rentrant dans l'hôpital. Initialement, oui, je me suis dit, je vais vraiment être de la Je vois peau d'un malade et je vais prendre les médicaments. Mais après avoir vu les effets secondaires déjà sur moi et sur les gens, en fait, c'est ce que j'ai vu pendant une semaine, des gens qui rentrent
tout fringants, comme nous tous, et qui au bout de 24 heures sont transformés en larves, complètement amorphes, ils n'arrivent pas à se nourrir, ils font des malaises, des crises d'épilepsie, ils se battent dessus. Et t'avais conscience, toi, que t'étais dans un état pas normal? Enfin, dans ta tête, c'était comment en fait? C'était nuageux? C'était Oui, réel? c'était nuageux, j'avais plus de salive, j'avais des vertiges, tout ça. Je me suis rendu compte que en fait, j'aurais pu ne pas être lucide et continuer à prendre ces médicaments pendant X jours, X semaines. J'ai vu après la psychiatre de l'établissement le lendemain de mon arrivée et je lui ai dit de toute façon, je refuse les traitements. Elle m'a dit, bah ouais, monsieur, c'est obligatoire, vous pouvez pas aller mieux sans médicaments. Et je lui ai dit, bah on verra, mais en tout cas, je suis dans mon droit, je vais retrouver un cadre et ça peut me faire du bien. Elle m'a dit, non, mais de toute façon, vous êtes malade, vous allez prendre des médicaments comme tout le monde. Et dans ce moment-là, tu étais encore dans l'acting, dans ce que tu faisais? Est-ce que par exemple tu faisais encore tes alus? Est-ce que ou plus du tout? Non, parce que le but était de sortir. Donc, Dès le premier jour? Ah ouais, non, dès le premier jour, je me suis dit, je vais rester un peu quand même pour rencontrer des gens, pour raconter leur vie, mais... T'avais réussi à discuter un petit peu avec les patients qui étaient dans les... Oui, avec tous. Parce que vous n'êtes pas chacun dans votre chambre, il y a des moments où vous avez des temps ensemble? Ça dépend, ouais. Oui, on est chacun dans notre chambre, mais entre 7h et 20h, on est dans une salle commune avec un baby-foot 100 balles. Pendant 6 mois, il y a un baby-foot où il n'y a pas de balles. Personne n'avait pensé à acheter une balle. C'est aussi toute la bureaucratie. Je pense que pour acheter une balle, il faut faire 3 rapports à la hiérarchie pour... Enfin bon, c'est n'importe quoi. Il y avait une télé qui ne fonctionnait pas et il y avait 4 chaises. Et en fait, les gens font des allers-retours, des va-et-vient dans un couloir. Quand ils arrivent à marcher, parce que sinon, ils se tiennent au mur. Ils sont dans un état léthargique. Vous étiez combien? Il y avait combien de patients dans le service? On était une trentaine. Il y avait 4 étages, ça fait 120 personnes. Après, il y avait un service auquel j'avais pas accès. Fermé. Où il y a, c'est le recours à la contention, à l'isolement. Là, j'entendais des cris. Toutes les nuits, t'entends des cris venant de ces T'as assisté à des scènes de violence physique ou verbale? Violence physique, non, mais en revanche, j'ai eu des gros doutes sur l'état d'une patiente qui était autiste. Alors, ce qui est dramatique, c'est que de toute façon, on met ces patients-là de différentes pathologies. On met un dépressif avec un schizophrène, avec une autiste, avec un peu tout. Et puis, il y avait des repris de justice également, il y avait des gens plus dangereux. Et je sais qu'il y avait une petite amourette entre cette femme qui était autiste, qui avait, je pense, un déficit intellectuel, et un mec qui paraissait extrêmement possessif, extrêmement jaloux. Et maman, elle m'avait parlé, elle m'a dit, il est quand même un peu lourd, il a des comportements avec moi un peu bizarres. Moi, j'ai des gros soupçons d'agression sexuelle sur elle, de viol. Et j'en ai parlé avec les infirmières, je prends la défense des infirmiers dans le livre. Mais les infirmiers m'ont dit, oh, écoute, elle fait ça avec tous les nouveaux patients. Voilà. Donc c'est sa faute. Voilà, c'est sa faute, voilà. C'est sa faute. Elle chauffe les mecs, elle se fait violer, c'est ça. Et ça, c'est dramatique. Et moi, tu sais, j'avais connu, du coup, quand j'étais en deuxième année, quand tu fais, nous, je sais pas comment c'était à Descartes, mais à Bichat, on faisait 1 mois en stage infirmier. Et moi, j'étais passé en psychiatrie pendant 1 mois. On avait différentes ailes, dont une qui était fermée. Donc le couloir fermé, et tu avais des patients qui étaient donc dans le couloir fermé, dans des chambres fermées, dans des lits attachés. Et dans ce couloir-là, tu avais des gens qui étaient là pour de la dépression, qui ont voulu se suicider, donc qui sont ultra conscients, juste qui sont au bout de leur vie. Tu avais des patients schizophréniques assez graves et compliqués à gérer. Et c'est vrai que tu avais tout ce monde-là qui était mélangé. Et moi, je me rappelle, j'avais des conversations avec certains patients qui étaient ultra corrects, on échangeait, etc. Et eux, ils comprenaient pas pourquoi on les hospitalisait avec des gens qui ont pris des couteaux et qui entendent des voix et qui veulent aller tuer des gens. Tu vois. Mais c'est que la prise en charge n'est pas spécialisée. Mais ça reste un vrai problème quand tu as quelqu'un qui souffre de dépression, qui est mélangé avec quelqu'un qui souffre de schizophrénie, tu es dans 2 mondes différents. Tu voudrais mettre tous les dépressifs ensemble, tous les schizophrènes ensemble? Non, mais que la prise en charge soit peut-être plus spécialisée et qu'ils aient un peu le même parcours de soins. Bien tu sûr. vois. Ouais. Moi, je sais que les gens qui souffraient de dépression, que j'avais vu des fois dans certaines chambres, tu te rends compte, tu es au bout du rouleau et là, tu es mélangé avec des gens qui n'ont pas du tout le même problème que toi. Donc là, on te dit, on va venir te soigner. Tu vois des gens qui n'ont rien à voir avec toi, c'est compliqué de relever la tête et de se dire, on va de l'avant. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychiatres qui dénoncent ça et qui comparent l'hôpital psychiatrique à une fabrique à fous. Et Roger Gentil, c'est un psychiatre qui disait ça. En fait, tous ces patients-là, tous ces gens-là qui sont différents, qui sont en marge de la société pour différentes raisons, on les parque là, ils sont détenus, mais en fait, souvent, ils vont ressortir de l'hôpital encore plus fous qu'ils n'étaient. Parce qu'ils sont dans un cadre où, en effet, ils sont mélangés entre, où ils sont assommés par les médicaments, où il y a rien à faire. L'ennui, mais c'est effrayant. Ouais. Des gens qui font les sympas. Tu as le droit de sortir 2 fois 10 minutes par jour. Ouais, dans une cour minuscule, pleine de crasse. T'avais une télé dans ta chambre ou pas pour te divertir? Non. Tu veux quoi? Tu veux la PS4 aussi? Non, mais il y a des chambres de patients où t'as la télé. Non, il y avait une télé pour tout le monde, qui ne fonctionnait pas. Et un mini ventilateur, il faisait 35 degrés à l'intérieur. Et t'as pas eu de suicide pendant ton hospitalisation? Non. Ils vous enlèvent pas les lacets à l'entrée? Moi, non, il m'avait laissé
Après, il avait pas d'idée suicidaire, donc en Mm. fait, je pense qu'après, ça, c'est un peu en fonction de la personne et en fonction du thé, mais c'est vrai que moi, je sais qu'il y avait des personnes qui on leur enlevait tout. Ouais, ouais. Ouais, ils étaient en petites choses, en petites pantoufles. Voilà, et tu parles de pantoufles. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les gens qui marchent pieds nus à longueur de journée. Dans la cour notamment, la cour où ils vont fumer des clopes, la cour est pleine de crasse, ils marchent pieds nus. Alors ils se pètent, il y en avait plein qui avaient les pieds en sang. Mais je veux dire, personne leur a filé des pantoufles, des chaussettes. Alors moi, j'étais arrivé avec toutes mes affaires tout propres et j'ai refilé toutes mes paires de chaussettes, mes paires de pompes. J'ai filé des paires de claquettes aussi à un mec pour qu'il ait des chaussures. En fait, ils sont complètement déshumanisés. C'est dramatique. Et par rapport au traitement, du coup, tu as eu un traitement médicamenteux et il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, tu as eu ce genre de situation ou pas du tout? Non. Rien du tout? Non, mais on m'a filé un médicament. J'ai compris que tous les patients, matin et soir, font la queue de manière très, très docile pour prendre les médicaments. Parce qu'on leur dit, il faut prendre les médicaments, vous allez aller mieux. Les psychiatres le dénoncent, le système, en fait, ne jure que par le médicament. Il n'y a pas ou très peu de psychothérapie, de suivi, d'écoute. Après, du coup, c'est un cercle vicieux. Sur le plan budgétaire, la psychiatrie, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, c'est 26 milliards par an. Mais l'argent, il va où? Il va pas dans l'accompagnement, il va dans les médicaments. Les médicaments, les antidépresseurs, les psychotropes, qui ont eu le prix a été multiplié par 8. Donc en fait, tout l'argent passe là-dedans. Il n'y a pas de suivi. Et il y a aussi un cercle vicieux. En fait, tu mets ces gens, tu les gaves de médicaments. Tout le monde, ça crée un stress mutuel aussi avec les infirmiers. Il y a une montée de la violence. Donc plus de recours à la contention et à l'isolement. L'isolement, c'est 60% des hospitalisations en psychiatrie. Contention, c'est 30%. Donc 30% des patients finissent sous contention. Mais ouais, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai un souvenir qui est assez vague, parce qu'il remonte à longtemps. Mais c'est vrai, ce que tu dis, moi, je me rappelle très bien que, tu vois, les patients, quand ils venaient, il y en avait tellement des fois qu'on contentionnait, mais je trouvais de manière un peu dépassée. Enfin, il n'y avait pas besoin, des fois, le mec, dès qu'il commençait à être un peu agressif, parce qu'on était beaucoup autour de lui, ça y est, c'était hop, on l'attrapait, on le contentionnait. Et c'est vrai que la déshumanisation était assez présente. Moi, ça m'avait choqué à l'époque, c'est parce que j'étais en deuxième année, tu étais tout jeune, tu démarres à peine dans le monde hospitalier. Est-ce qu'il ne représentait pas un danger pour les patients? Après, j'avais peut-être pas assez le recul nécessaire pour le voir à ce moment-là, tu vois, mais c'est vrai que moi, déjà, à cette époque-là, ça m'avait déjà un peu perturbé. Après, c'est un acte médical. Ça reste un acte médical, mais tu vois que même des fois aux urgences, tu vois, on l'utilise des fois peut-être un peu trop. Mais après, c'est ultra compliqué parce qu'on manque de moyens, on manque de personnel, et si ça se trouve, des fois, il faut juste se poser avec la personne un peu plus, prendre peut-être 10-15 minutes de plus, mais on n'a pas ce temps-là, et c'est vrai que c'est très compliqué. Et moi, le truc qui m'avait aussi marqué, c'était que, comme tu disais à un moment, c'était que la plupart des patients, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'avais vu et vécu, c'était que tu avais 80% des patients qui étaient dans le service, c'était des habitués. C'est-à-dire qu'ils partent du service, ils partent avec des traitements, ça va mieux, ils sont shootés quoi. Ils rentrent chez eux, ils se disent bon, bah, ok, ça va bien, j'arrête mes médicaments, hop, ça repart. Et au final, ils reviennent dans le service, et en fait, tu avais 80% des patients qui étaient des habitués, qui venaient 3-4 fois dans l'année et qui venaient sur des périodes de 1 mois, 2 mois, tu vois. Et en fait, c'était le serpent qui se mord la queue et on est constamment. Ouais, c'est ça, ils font des allers-retours en fait. Le psychiatrique, ça va être une solution d'urgence. Avant, il faut avoir tout essayé quand même. Je crache pas sur le psychiatrique, sur tout ce système-là. Mais ça doit être une solution de dernier recours, ça doit être utilisé pour calmer une crise, mais ça ne peut pas soigner. En fait, il y a un psychiatre qui me disait, la psychiatrie c'est le seul service où on pense que les murs soignent. On pense que enfermer les patients, ça va les soigner. Non, pour calmer des crises, évidemment, c'est utile. Comme les médicaments, les psychotropes, c'est utile. Mais derrière, il faut l'accompagnement. Il faut que les patients puissent être réinsérés aussi dans la société. Il y en a qui passent 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans. J'ai rencontré un mec, là, il y a quelques semaines, qui a passé 20 ans en hôpital psychiatrique. En tout cas, à faire beaucoup d'allers-retours. Il a été enfermé et à un moment, il est sorti, il a eu un vrai suivi. Il a dit j'ai perdu 20 ans de ma vie. Je pense que ces personnes-là pourraient être suivies en ville par des psychiatres de ville et vivre chez eux sans avoir besoin d'être à l'hôpital. C'est ça que tu insinues? Je pense qu'il y a des malades qui sont vraiment très dangereux et qu'on est obligé d'hospitaliser. Mais je pense que pour beaucoup, en tout cas moi, tous les patients que j'ai rencontrés, ils sont en marge de la société, mais il faut les accepter. Aujourd'hui, c'est un peu une société qui va très vite, une société individualiste, capitaliste, où il faut répondre à certaines normes. Et quand tu dévies un peu, t'es différent et on va te mettre en marge, on va t'enfermer. On n'a pas envie de voir les gens qui sont différents. Est-ce que toi, pour avoir vécu du coup de l'intérieur, tu as l'impression que l'État délaisse plus la psychiatrie que les autres spécialités médicales ou pas spécialement? En fait, je connais pas les autres spécialités. Pour moi, psychiatrie c'est utile, mais il faut associer psychiatrie, psychothérapie. Les médicaments, ça peut être utile, mais il faut derrière une écoute, la bienveillance, il faut essayer de comprendre, il faut écouter et même entendre, simplement entendre les patients. Tu avais l'impression que les patients n'étaient pas écoutés? En moyenne, un psychiatre voit 2 fois 5 minutes chaque patient par semaine. Et toi, tu as vécu ça? J'ai eu 3 rendez-vous une semaine, 3 rendez-vous de 5 minutes.
Donc j'étais mieux loti que les autres. Voilà. Mais en moyenne, tu es hospitalisé en psychiatrie et tu vois le psychiatre 10 minutes par semaine. Pour que le psychiatre te dise, bon allez, on continue le traitement, ça se passe bien, on continue. Allez, on va rester un mois de plus. Ils te réexaminent pas, ils te refont plus un interrogatoire à partir de ce moment-là. Ils t'ont pas réinterrogé? Non. Moi, c'était un cas un peu spécial. Voilà. Moi, au bout d'un moment, je voulais partir. Puis la psychiatre de l'établissement était complètement. Enfin, elle qui ne jurait que par les médicaments, elle m'a dit non, de toute façon, on va vous donner un traitement. Avec ça qui fonctionne. Mais avec les autres patients, j'en parlais un peu. Déjà, il fallait qu'ils arrivent à voir la psychiatre. En fait, la psychiatre, elle passe parfois dans les couloirs. Et là, tu as 10 patients qui disent docteur, je peux vous voir. Elle dit non, je peux pas prendre rendez-vous. Les infirmiers, parfois, ne savent pas non plus où elle est. Donc, c'est un peu dramatique. Et voilà, moi, si j'avais pas. J'ai insisté à la fin, au bout d'une semaine, pour sortir, pour avoir ce rendez-vous avec la psychiatre. Mais si je l'avais pas, si j'ai pas réussi à la croiser dans le couloir à cet instant T, j'y serais peut-être encore. Et c'est toi qui as demandé de sortir? Ils t'ont fait la sortie facilement? Oui, c'était la crainte de mes parents, de mes amis, j'aurais pu rester. Et puis à moi, j'ai pensé tout leur raconter. En fait, j'aurais pu leur dire, bon écoutez, moi je me fous de gueule depuis le début, je suis un peu malade, je fais ça voilà, pour témoigner, pour dénoncer un but journalistique. Mais en fait, ils auraient pu me prendre pour encore plus fou. Bon, toi, tu vas rester, t'es en plein délire. Quand on t'écoute, on dirait vraiment que t'es un petit peu anti-médicament. Mais après, chez certains patients, par exemple ceux qui sont vraiment schizophrènes, sont dans des états avec des hallucinations, qui perdent complètement le contrôle, la thérapie médicamenteuse, elle est parfois nécessaire. Donc, quel est le juste milieu avec prendre le médicament ou on donne trop de médicaments, enfin, quoi. Non, pour moi, je suis pas anti-médicament, comme je suis pas anti-hôpital psychiatrique. Mais pour moi, c'est pour calmer. Encore une fois, je suis un simple journaliste, mais c'est pour ça que je fais intervenir des psychiatres, des psychologues qui me disent exactement la même chose. Voilà, le médicament, pour calmer une crise, évidemment, c'est utile. Mais après, il faut un accompagnement, une prise en charge. Tu vois, pendant une semaine, j'ai vu, il n'y a pas eu une seule activité. Et donc, il y a un ennui total. Il y a les associations, je fais intervenir la fondatrice d'une association à la fin du livre, qui me disait, mais tu vois, nous, on arrête de venir à l'hôpital psychiatrique. Les gens sont complètement défoncés, ils n'arrivent pas à suivre ce qu'on propose. Et du coup, tu vois, il y a plus d'activité, en fait, il n'y a plus de réinsertion possible. Il n'y a rien à faire. Quand tu passes un an à l'hôpital psychiatrique, à prendre des médicaments, à être shooté, à être accro, mais comment tu fais pour ressortir de la vie courante, de la société? C'est impossible. S'il n'y a pas ce suivi-là, cet accompagnement, ça peut fonctionner dans d'autres pays. En Allemagne, ça se passe bien mieux. Il y a plus d'écoute, moins de médicaments et ça se passe beaucoup mieux. Donc ça peut fonctionner. Mais ça demande des moyens humains, de l'argent, ça demande de l'imagination. Tu avais le droit d'avoir ton téléphone ou pas dans ta chambre? Ouais, j'avais le Donc droit. tu avais le droit de communiquer avec le monde extérieur. Est-ce que tu avais le droit à des visites de tes proches? Bien sûr, moi j'étais très bien loti. Il y a une journaliste qui me demandait il y a une semaine, est-ce que vous êtes sorti indemne de cette expérience? Mais évidemment, voilà. En revanche, les gens qui y sont, beaucoup moins. Non, moi j'avais mon téléphone, j'avais des amis qui venaient, mais les patients que je côtoyais tous les jours, avec qui en plus on vivait des choses incroyables, n'avaient pas de téléphone, avaient des visites, je sais pas, une fois tous les 6 mois. Après, c'est complètement, Au compte-gouttes. complètement délaissé. Il y a un mec, un patient qui était hospitalisé et qui cherchait à joindre sa fille depuis des semaines, qui n'arrivait pas. Et en fait, il a juste pris mon téléphone, je lui ai filé mon téléphone pour qu'il appelle sa fille. Il n'avait pas entendu sa voix depuis des mois. Voilà, parce qu'il n'avait pas accès à un téléphone. Mais c'est dingue, donc en fait ils n'ont pas des moments de la semaine où on leur dit si vous voulez contacter un proche, il y a une salle où il y a un téléphone où vous pouvez les contacter. Je pense que ça dépend du service, parce que moi je sais que quand j'étais dans le service de psychiatrie, on avait un téléphone un peu qu'on pouvait partager un peu avec. Je pense que ça dépend énormément d'où tu es, comment c'est organisé. Donc tu parles des soignants, tu parles de l'hôpital. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont recontacté de l'hôpital après ça? Enfin, est-ce qu'ils ont cherché à te joindre? Non. Moi, je veux mettre du côté des soignants, du côté des soignés. La psychiatre de l'établissement, elle en prend pour son grade, parce que clairement, elle n'a pas été, à mes yeux, à la hauteur. Mais en tout cas, les infirmiers qui ont des conditions de travail déplorables, là, ils étaient 4 pour 35 patients. Voilà, donc moi, je veux vraiment me mettre du côté des soignants, du côté des infirmiers, qui ont une misère, qui sont victimes de cette... Tout le monde est victime de cette politique, du manque de moyens, de la politique du tout médicament. Et tu t'es ennuyé pendant ton hospitalisation? Tu es réveillé à 6h30, petit déj, c'est militaire, 6h45, tout le monde fait la queue pour prendre les médicaments. À 7h, on attend tous devant le réfectoire pour rentrer à la cantine. Cantine, tu as un petit bout de pain, un petit café, un petit peu de beurre. Après, tu as le droit d'une première sortie de 5 minutes. Voilà, c'est militaire. Après un déjeuner, un dîner à 18h et tout le monde dodo à 21h. Et par rapport au contact que tu avais avec cette psychiatre, moi ça m'intéresse. Tu l'as vu qu'une seule fois en une semaine? Non, je l'ai vu 3
3 fois. Et ça s'est passé comment? À chaque fois, ça a duré 5 minutes. La première 5 fois, c'était donc le lendemain de mon arrivée. Dans son bureau ou dans ta chambre? Dans son bureau. Donc au début, elle me dit bon, on va mettre en place un traitement, on se revoit dans 2 jours. J'avais pas encore les effets secondaires du médoc qui m'avait filé la veille, où ça allait. Je dis oui, ouais, on verra, on en reparle dans 2 jours. 2 jours plus tard, j'avais décidé de rien prendre et de partir. Donc là, c'est parti en clash et je lui ai dit de toute façon, je ne prendrai rien. Elle m'a dit bah c'est ce qu'on verra, hein. Enfin on verra. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas aller mieux sans médicaments. Et pourtant, je lui avais dit ici à l'hôpital, j'ai retrouvé un cadre, j'ai pu discuter avec des gens parce que voilà, moi dans mes symptômes, j'étais dans les symptômes de la schizophrénie, j'étais complètement isolé. Et là, je lui explique, en tout cas ici, j'ai trouvé un cadre. Puis je me suis remis à discuter avec mes amis à l'extérieur, avec mes parents. Ma mère veut venir en vacances la semaine prochaine dans le sud, ça va me faire du bien. Ça fait 6 mois que je suis pas parti, je suis pas sorti de chez moi. Et la psychiatre, rien à foutre. Non mais rien à foutre, elle m'a dit ok bah, très bien, très bien. Bon, alors pour le traitement on va commencer demain. Et je lui dis non, je lui dis je suis en train de vous expliquer que je vais mieux, que le fait d'être un peu en société, de pouvoir discuter avec les gens, ça m'aide. Elle m'a dit oui mais ça c'est pas un problème, non, vous pouvez pas aller mieux sans médicaments. Et donc là c'est parti en flash et elle m'a dit bon on en reparle dans 3 jours mais de toute façon vous allez prendre ce médicament. Encore une fois je trouve ça juste un peu triste quand tu vois une psychiatre, quand tu lui dis je vais mieux, j'ai retrouvé un cadre, là pour l'instant j'aimerais rester. Après est-ce que c'est pas elle qui a pas du mal de prendre du recul parce que aussi peut-être beaucoup de patients qui sont vraiment réellement atteints par la schizophrénie. C'est vrai, le patient il arrive, je vais beaucoup mieux, vous inquiétez pas, c'est aussi le rôle du soignant de te dire non ça peut pas se passer comme ça marche pas comme ça. La frontière est très fine. Hein, enfin, un cadre médical. C'est parce que je pense qu'elle avait peur de clasher dans la nature et qu'elle devait trouver que c'était trop tôt, j'imagine. Hein, non, mais surtout le problème, je pense que c'est qu'elle n'était pas du tout à l'écoute. Ouais, c'est un manque d'empathie, un manque de bienveillance. Les patients sont complètement délaissés. Donc on veut pas les voir dans la société et dans l'hôpital, ils sont enfermés, ils sont parqués là. Il y en a qui vont passer des mois, des années. Pour moi, rien n'est fait pour les soigner, pour les aider, pour les accompagner. Et comment t'es sorti alors? T'as réussi à sortir comment? Très très facilement. J'avais très peur. Tu t'es pas enfui? Non, mais en fait, en théorie, en soins libres, je pouvais vraiment ouvrir la porte. Hein. Mais on s'était bien gardé de me dire que j'avais ces droits-là. Donc en théorie, tu peux sortir quand tu veux. Il faut déjà réussir à attraper la psychiatre, lui courir derrière. Moi, j'avais installé limite ma petite tente, mon petit baluchon devant son bureau dans l'espoir qu'elle passe dans la journée pour pouvoir la voir. Et là, ça a été expéditif. Et voilà, au bout de 10 minutes, elle me dit bon, d'accord, vous pouvez sortir. Et tu te faisais des petites anecdotes par rapport à ton livre, enfin, tu t'écrivais déjà sur place ou t'as tout écrit après? J'écrivais un peu, puis je faisais des enregistrements vocaux, des vidéos, pour ne rien oublier, parce que vraiment le but était de raconter vraiment un quotidien, de ne rien rater. Voilà, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est une semaine passée avec ces patients-là, ces gens qui sont d'une humanité absolument incroyable. Il y a des tranches de vie que j'ai eu la chance de vivre qui étaient incroyables. J'ai ri, j'ai pleuré, c'était une aventure humaine. Quel est le patient qui t'a le plus touché? Il s'appelle Franco. Il m'expliquait que c'était un ancien millionnaire, qu'il avait des magasins de jouets, qu'il en avait 25 à Paris, qui roulait en Porsche à Monaco et à Saint-Trope et qu'après il a tout perdu, dépression, alcool. Ah, c'est vrai ou c'est celui que tu racontes? C'est ce qu'il me racontait. Ah, ok. On a sympathisé. Bon, c'était pas des conversations quand même, mais tous les jours on prenait des nouvelles l'un de l'autre. Parfois il avait un discours complètement décousu et parfois une grande lucidité. Et au moment où je suis parti, il m'a pris dans ses bras. J'ai envie de pleurer. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit le jour où tu auras des enfants, ils pourront être fiers de leur père. Oh, c'est trop mignon. Touchant. C'est fort Franco. Il y avait des conversations lunaires, il y avait des conversations hyper touchantes. Et puis j'ai rencontré une fille qui est arrivée le lendemain de mon arrivée. Elle s'appelle Jeanne. Et Jeanne a été juste borderline. Et on a passé en fait une semaine ensemble à refaire le monde. C'était un peu la sœur que j'ai jamais eue. On s'est raconté nos vies pendant une semaine. Et ça a été une des plus belles rencontres de ma vie. Pendant une semaine, on s'est pas lâché, on a regardé des films, on jouait au Scrabble ensemble. Et en fait, à l'extérieur de l'établissement psychiatrique, on se serait pas supporté, on s'est complètement opposés, on se serait détesté. Et la folie, vraie ou simulée, nous a réunis. Et donc le bouquin lui est dédié. Et on a essayé de se voir à l'extérieur. Et ça n'avait plus rien à se dire. En fait, ça a été magique. C'était ma meilleure amie pendant une semaine. Après, on n'a pas réussi à se voir. Voilà, mais moi je trouvais ça beau. Enfin, on s'est dit après, mais en fait, on se supporte pas quoi.
Très très cool. T'as sympa l'histoire en tout cas. Donc ce livre, c'est écrit par Alexandre, à en devenir fou dans la peau d'un schizophrène. Donc ça fait à peu près 200 pages. Il y a Ouais, 20 bravo à toi, franchement, Bravo, bravo. ouais. Belle expérience et Très sympa en vrai. très sympa. Très sympa toi aussi.